Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque samedi pour un Et Zogma à quoi tu joues. Vidéo exceptionnelle, nouveau matériel, nouvelle caméra avec un retour vidéo, donc je risque souvent de regarder à droite, ou si je regarde de l'autre côté en forçant un peu, c'est que je m'empêche d'essayer de regarder ce retour écran qui est une énorme nouveauté pour moi. Est-ce que d'ailleurs ça aura réglé mon problème de luminosité, de couleur rouge, etc. On m'a fait la réflexion que j'avais les mains toutes rouges. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais ça c'est naturel. Dans tous les cas, si la qualité n'est pas top, on essaiera de modifier ça, mais comme j'ai tourné 3 vidéos d'affilée, vous en aurez pour toute la semaine avec cette qualité-là. Espérons que ça soit OK. On se retrouve avec 4 nouveaux jeux, Astro Knights, L'île au Forban, Rove et Epic 7 Rise. Comme d'habitude, le timer dans la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et on va y aller en essayant de ralentir un tout petit peu parce que cette intro, je l'ai faite en mangeant un poney, ce qui ne veut rien dire. Premier jeu, parce que c'est celui au-dessus de la pile, c'est le plus petit. Il s'agit de Rove, un jeu de Dustin Dobson est illustré par Milan Zikovic, c'est le dernier né, en tout cas dernier né solo de la gamme des microgames de chez Matago, un jeu que j'ai acheté, un jeu où j'ai fait uniquement 4-5 parties. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, pourquoi il s'est arrêté là? Eh bien parce que finalement moi ces jeux-là, je commence à avoir un peu fait le tour. Ce sont les jeux clairement que je mets dans mon sac à dos pour partir en vacances parce que ça prend pas de place. Donc quand il est trop tôt pour le restaurant et que la petite joue encore, on se fait une petite partie tout seul dans notre coin. C'est pas ultra passionnant, on n'est pas passé un super moment, mais on s'est occupé et c'est toujours mieux que scroller sur Instagram ou sur Facebook. Mais en soi, c'est jamais des jeux révolutionnaires et c'est exactement là-dedans que Rove s'installe. Alors gros effort, c'est tout mignon, hein, le petit bandeau en carton est un peu plus pimpé que d'habitude. Rien que pour ça, ça vaut l'investissement, n'est-ce pas? Et clairement, là, Rove, on va être encore une fois dans un petit jeu de positionnement de cartes, comme quasiment l'intégralité des jeux solo de cette gamme. On va avoir 6 cartes avec un dessin, et puis on va devoir faire 7 templates, 7 patrons avec ces cartes-là, tirées aléatoirement. Ça va vous dire, il faut que le losange soit au milieu, que le rond soit au-dessus et que la pâquerette soit en haut à gauche. Vous allez avoir des cartes en main. Ces cartes, il y a écrit un 3 par exemple. 3, ça veut dire que vous avez 3 capacités de mouvement, donc vous allez pouvoir déplacer votre carte 3 fois. Ou 3 cartes différentes d'une fois, comme vous voulez. Sur cette carte-là, il y a aussi une deuxième valeur en dessous. Si vous avez l'exact positionnement de telle carte par rapport à telle autre carte, vous avez les déplacements bonus. Donc au lieu de faire 3 mouvements, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 5 mouvements. Et donc vous essayez de disposer ça. Une fois que vous avez réussi votre patron, vous avancez sur le prochain schéma. Et donc plus vous avancerez vers le jeu, moins vous aurez de cartes disponibles parce que ces cartes qui sont les patrons à réaliser, ce sont aussi les cartes avec les actions, les mouvements à faire, d'autant plus qu'une fois que votre main est vide, vous ne repiochez pas. Vous repiochez que quand vous avez réussi à faire un plan, et donc vous piochez qu'une seule carte. Donc rapidement, vous êtes un petit peu limité. C'est un jeu qui est quand même plutôt bien dosé, jamais trop dur, vous ne serez jamais à 5 plans de réussir, mais vous ne serez jamais non plus trop près de réussir, la difficulté est plutôt ok. Si à un moment vous êtes vraiment en PLS, les 6 cartes qui sont présentes sur votre terrain, là que vous déplacez dans tous les sens, ont un pouvoir unique, utilisable une fois par partie, donc il va falloir l'utiliser à bon escient. Finalement, une rejouabilité ok, parce que vous n'allez pas avoir les cartes, les schémas à faire dans le même ordre, la disposition de départ des cartes va faire que l'étoile ne sera pas exactement au même endroit à chaque partie, donc finalement les déplacements ne seront pas les mêmes, mais finalement on a quand même vite fait le tour. C'est un petit jeu de positionnement de cartes, il n'y a pas une énorme profondeur, c'est pas ultra palpitant. Est-ce qu'on s'amuse? Non, moi j'ai pas eu l'impression de m'être amusé une seule fois avec ce jeu, mais ceci dit ça fait le travail. C'est un petit casse-tête qui est tout à fait ok, mais clairement après avoir fait 4 ou 5 parties, je n'ai pas eu envie d'y rejouer plus que ça. Ça vaut un Zogma de bronze, je vais pas dire que ça vaut pas de Zogma du tout, un Zogma de plomb, parce que ça marche. Mais il faut aimer les casse-têtes et ça n'a rien d'innovant, ça n'a rien d'inoubliable. Ceci dit, ça n'a rien de mauvais non plus en soi, c'est juste un petit jeu comme un autre. Zogma de bronze pour ce Rove. Et d'ailleurs, en tant que star internationale, j'ai été invité par les jeux en cravate une journée chez lui où on a pu jouer un petit peu et on a tourné 2 vidéos. Ces 2 vidéos sont sorties maintenant sur sa chaîne. J'avais pas vraiment eu le temps d'en parler en vidéo puisque mes vidéos sont tournées à l'avance. Donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est une interview en cravate. On va parler un petit peu de moi, de ma profession, de mes hobbies et surtout du jeu de société. Et on a parlé également dans une autre vidéo de notre top des jeux de gestion au sens large, hein, gestion de cartes, gestion de ressources, gestion de tout ce que vous voulez, hein, c'est vraiment très large, mais c'est histoire de parler de jeux de société, donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos qui sont vraiment très qualitatives. Elles ont plus de 4000 vues, donc je pense que vous les avez déjà vues, elles ont fait plus de vues que mes simples vidéos, mais si c'est pas le cas, allez-y, elles sont vraiment chouettes et abonnez-vous. Allez, donc on va enchaîner tout de suite sur Astro Knights. Astro Knights, si vous connaissez un petit peu les jeux en version américaine, vous avez forcément entendu parler d'Astro Knights, sinon, vous avez forcément entendu parler de Aeon Zen, son grand frère. C'est pas fait par Kevin Riley, c'est fait par Nick Little et Will Sobel. J'imagine que Will Sobel c'est illustrateur. C'est toujours édité par Indie Board & Cards. C'est pas encore prévu chez nous en France. J'imagine que ça sera prévu chez nous tôt ou tard. Et dans ce cas-là, ça sera le même éditeur
que Eonzen, c'est qui d'ailleurs en France qui fait Eonzen, c'est peut-être Matago? Ouais, je sais pas sûr du tout, donc je vais pas vous dire de conneries. Astronauts, clairement, si vous savez jouer à Eonzen, vous savez jouer à Astronauts, c'est quasiment le même jeu à 90%. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce jeu ou pas? Bah ça, on en parlera peut-être dans une vidéo plus dédiée où j'irai en profondeur sur les comparaisons, mais en attendant, j'en ai fait 2 parties hier et j'avais besoin d'avoir un 4e jeu pour cette vidéo, donc même si mon retour est pour l'instant incomplet, j'ai déjà quand même un petit avis sur le jeu. Il y a des points positifs. Déjà, graphiquement, c'est punchy, c'est un côté cartoon, science-fiction futuriste qui est franchement très attirant, c'est percutant, c'est vif. Là où Eonzen, moi je préfère les graphismes d'Eonzen, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça peut-être un peu mou, des fois un petit peu trop old school, pas forcément fou. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai que là, ça sera peut-être un peu plus fédérateur. En plus des graphismes, c'est vrai que la mise en place et l'utilisation du jeu est un peu plus simplifiée. Déjà, le deck de boss, c'est un deck tout fait, on le mélange en place. Il n'y a pas besoin de mélanger différentes phases séparément, de rajouter des cartes communes, etc. Également, sur notre plateau, il y a maintenant des petits trous pour mettre des petits jetons pour suivre notre puissance, pour suivre notre vie, etc. C'est quand même beaucoup plus pratique que des tokens balancés sur la carte. C'est plus lisible, ça prend moins de place, la gestion est un peu plus simple. La grosse particularité, c'est que dans Eonzen, vous le savez, hein, vous allez acheter des cartes. Ces cartes-là, vous allez les mettre dans votre défausse, vous jouez vos cartes, vous choisissez l'ordre dans lequel vous la mettez dans votre défausse, parce que quand votre pioche est vide, la défausse, boum, vous la retournez et les cartes ne sont jamais remélangées, vous savez dans quel ordre vous allez pouvoir les acheter. À ça s'y associe un marché de cartes fixe, un marché de 9 cartes qui sont tirées aléatoirement en début de partie parmi tout ce que vous avez, et donc vous allez avoir ce côté un peu casse-tête de quelles cartes acheter, quand les acheter, etc. Là, on va revenir un petit peu là-dessus, on a maintenant 6 emplacements de cartes, 6 emplacements bien différents, même si on va retrouver un peu les mêmes archétypes qui vont correspondre aux sorts, aux reliques et aux gemmes, mais chaque pile va être indépendante l'une de l'autre, et dans une pile, finalement, on aura toutes les cartes qui existent de notre collection. Elles seront mélangées et elles seront placées sur le plateau. Du coup, installation beaucoup plus rapide, on a juste à mélanger nos petits paquets, on met tout, on n'a pas à se casser la tête, à chercher à récupérer un randomizer pour choisir quelle carte de notre collection on va jouer. C'est un point positif, j'imagine, pour beaucoup, parce que beaucoup se plaignent qu'ils ont plein d'extensions d'Eonzen et que du coup ils sortent plus parce que c'est trop compliqué. Mais est-ce qu'on peut vraiment critiquer un jeu d'avoir trop de contenu? Bah non, c'est vous qui avez acheté les extensions, hein, les gars, donc faut pas vous plaindre. Et finalement, il y a 2 vrais ajouts niveau gameplay qui sont intéressants, c'est que maintenant on ne défend plus Gravehold, on défend Homeworld, et le Homeworld, il y en a plusieurs dans la boîte de base, il y en a 4 je crois. On va pouvoir augmenter avec certaines cartes la puissance de cette ville, et quand cette ville est au max, on va pouvoir utiliser la compétence du Homeworld, ce qui est plutôt cool, ce qui permet de varier un peu les parties. L'autre truc un peu original, c'est l'Overcharge, on va pouvoir acheter des cartes techniques qui correspondent aux reliques, en dépensant le même coût d'énergie, mais finalement ça va être de l'usage unique. On va pas le mettre dans notre deck, on va le mettre en dessous de la pioche, ça va être du one shot, mais du coup ça permet d'avoir un bon pouvoir un certain temps sans trop encombrer notre deck, parce que dans Eonzen et dans beaucoup de deck building, mais là c'est vraiment vrai, il faut vraiment gérer le nombre de cartes. On va pas acheter trop de cartes, on va pas diluer notre deck, on va faire généralement 6, 7, 8, 9 max achats par personnage par partie. On va essayer d'être économique, d'aller à l'essentiel et de réfléchir ça. Là, du coup, on aura cette petite possibilité, cette petite aide qui est bienvenue, qui va nous permettre de gérer un peu différemment notre partie. Mais, mine de rien, il y a beaucoup, je trouve, de défauts. Déjà, c'est quasiment le même jeu, il faut se le dire. On crée une nouvelle IP, on rameute les fans, mais c'est quasiment le même jeu. Le deuxième point négatif, c'est que finalement, moi j'aime bien ce côté casse-tête. J'aime avoir un marché différent à chaque partie et me dire, bon, cette carte-là, je l'aime pas, mais j'ai pas le choix. Je vais être obligé de faire avec. Comment je vais gérer mon deck pour qu'avec les gemmes, avec les compétences que j'ai, je batte le boss. J'aime ce côté casse-tête, j'aime ce côté puzzle game, là où finalement, quand c'est un marché qui est vraiment tournant, dès que j'achète une carte, c'est une nouvelle carte, eh bien on aura moins ce côté réflexion, ça va être plus de l'opportunisme. On va en plus des fois avoir la possibilité de défausser certaines cartes sans les acheter pour voir celles d'en dessous, donc finalement des cartes qu'on aime moins, eh ben, on sera peut-être pas obligé de les jouer, là où dans d'autres parties on sera obligé de jouer avec toutes les cartes. Donc je trouve ça finalement un peu plus confus, un peu moins réfléchi, un peu plus opportuniste, donc un petit peu moins profond. L'autre chose que j'aimais bien dans Eonzen, c'est qu'on va avoir des brèches. Les brèches, c'est l'endroit où on joue nos sorts qui vont être en attente jusqu'à ce qu'on les lance. Et donc ces brèches-là, au départ, en fonction des personnages, on en aura une ou deux d'ouvertes, donc c'est-à-dire qu'on pourra jouer un ou deux sorts différents. Et donc on va pouvoir canaliser en dépensant des ressources, donc c'est-à-dire faire une rotation de la brèche, et une fois qu'on a réussi à la retourner suffisamment, elle est ouverte et les sorts vont pouvoir être lancés en permanence. Et puis en fonction de la brèche, les brèches les plus chères, généralement, nous rapportent un petit bonus de dégâts. Donc c'était très intéressant, cette gestion des brèches. Quand est-ce que je les ouvre? Quand est-ce que je les
je les canalise juste pour jouer un sort une seule fois sans le bonus. Je trouvais ça très intéressant. Là, il n'y a plus du tout cette gestion des brèches qui était certes peut-être le point le plus compliqué à gérer, mais pas tant que ça. Là, on va ouvrir les slots, on va ouvrir des endroits pour mettre les armes, et donc ça va coûter 3 énergies à chaque fois, et c'est tout. Il n'y a plus ces bonus lorsqu'on les utilise, il n'y a plus cette gestion de la canalisation, non, c'est ouvert ou c'est fermé et point barre. Donc je trouve ça finalement plus léger. Donc finalement, moi, Astro Knight, si vous n'avez pas Beyond End, c'est une valeur sûre, c'est un bon jeu. Quand il sortira en France, si vous voulez vous le lancer dans un, et ben celui-là, il fera très bien le taf. Mais je le trouve moins profond, je le trouve moins riche. Finalement, on va pas être obligé d'utiliser toutes les cartes qui existent, on va pouvoir squeezer un petit peu. Donc moi, pour l'instant, alors je n'ai joué qu'un boss et je n'ai fait que 2 parties, donc ça vaut ce que ça vaut, mais je suis relativement déçu. Ça reste solide, ça reste un Zogma d'argent, mais Aeon Zen pour moi c'est un Zogma d'or, donc celui-là il est un petit peu en dessous. Allez, troisième jeu de la vidéo, il s'agit de l'île au Forban, un jeu de Stéphane Anquetil, édité par Aurora Games. Alors figurez-vous que j'ai entendu parler de ce jeu-là au Fige, je suis allé voir l'éditeur pour en savoir un peu plus, savoir ce que c'était, et directement il me l'a mis dans mon sac avec 3 Crime Zoom, donc très gentil, donc c'est une boîte que j'ai reçue. Pourquoi j'ai été attiré? Parce que c'est un point and click pixelisé, hommage au jeu de LucasArts. LucasArts, c'est ceux qui ont fait les jeux vidéo Star Wars, bien évidemment, mais surtout ceux qui ont fait la gloire des point and click dans les années 90, Monkey Island, Days of the Tentacle, les Indiana Jones notamment, mais plein d'autres. Franchement, si vous avez joué sur PC au point and click dans les années 90, vous connaissez forcément LucasArts. Là, c'est vraiment un hommage. Ça va être un jeu, un point and click. On va être sur des écrans, c'est un petit jeu de cartes. J'allais vous sortir les cartes, mais en fait, la flemme, il y aura sûrement quelques petites photos au montage. Et finalement, ces écrans sont composés de 4 cartes, et dessus, vous allez avoir des images. Vous pouvez décider de retourner une carte, ça va vous donner une information, un petit texte, un objet, une énigme, et en fait vous allez avoir un timer. À chaque fois que vous retournez une carte, vous avancez ce timer d'une case, donc potentiellement vous ne pourrez pas tout faire. Niveau du scénario, ça va être votre oncle qui est parti il y a très très longtemps sur une île déserte, en tout cas supposée déserte, vous n'avez jamais eu trop de nouvelles jusqu'à ce que vous recevez sa lettre disant qu'il est mourant et qu'il vous demande de le rejoindre. Donc vous allez y aller, vous allez partir à l'aventure et vous allez rendre compte que sur cette île, il se passe peut-être des choses bizarres, bref, vous allez enquêter, il y a un côté scénario forcément, mais quand je dis que vous allez enquêter, c'est que vous allez retourner des cartes, ça va vous donner des objets, et comme tout point and click, vous allez prendre cet objet, si c'est une pelle, vous allez essayer de l'associer de la pelle avec le jardin un peu bizarre qui est juste derrière votre maison. Comment ça se passe? Vous prenez la carte du jardin, vous la retournez, vous mettez la pelle à côté, et s'il y a les mêmes icônes qui coïncident, ça veut dire qu'il y a une réaction entre les deux. Et dans ce cas-là, vous allez avancer, vous allez pouvoir lire un petit pan du scénario, vous donner d'autres petites informations. Sur la boîte, c'est écrit 98 minutes, oui, effectivement, j'ai même peut-être mis 1h45, parce que j'ai fait ça le soir, j'ai été un peu dérangé par ma compagne qui rentrait. J'ai plusieurs problèmes pour ce jeu. D'ailleurs, je me les suis notés et je retourne sur la page. Hop, c'est un jeu en pixel art. Il faut aimer le pixel art très clairement sur les cartes, c'est un peu brouillon. De loin, les quatuors de cartes, c'est assez joli. De près, ça fait un peu trop pixelisé, c'est un petit peu brouillon. Des fois, on a du mal à se rendre compte ce que représente cette pixel. Certes, c'est un hommage au jeu des années 90, mais c'est un jeu qui se veut quand même plutôt grand public. Donc est-ce que le grand public va être forcément très attiré par ce design-là? Je suis pas sûr. Alors certes, c'est de plus en plus populaire au niveau des jeux vidéo, mais quand même, je trouve que le choix est quand même plutôt discutable. D'autant plus, et c'est le plus gros défaut, c'est que c'est un jeu qui finalement est un hommage au point and click des années 90, donc ça veut dire que c'est un jeu qui est à destination des gens qui ont pensé ce genre de jeu, qui potentiellement jouent encore avec des point and click, donc qui sont rodés à la mécanique. Clairement, j'ai trouvé le jeu simple. Il y a 3 fins différentes, en tout cas il y a 3 axes d'enquêtes différentes, de choses à faire. Ils vous disent que vous n'arriverez pas à tout faire en une partie, qu'il va falloir faire des choix. En pratique, j'ai tout réussi sur une partie parce que c'est un genre de jeu que moi je pratique encore assez régulièrement. J'ai trouvé ça finalement assez simple. C'est un jeu qui est destiné à ces experts d'une point and click, mais finalement c'est simple. C'est plutôt un jeu qui est relativement accessible avec un design old school. Donc je trouve que ça match pas trop entre les deux. Il y a un petit peu d'humour, l'histoire a été plutôt rigolote, même si j'ai découvert les 3 axes, à la fin il y a un vrai choix à faire qui fait que ma fin est différente, donc j'aurais pu avoir je crois 5 fins différentes. Clairement, une fois que j'ai fait ma fin, j'ai pas eu envie de refaire exactement la même chose, donc j'ai lu les fins différentes et je me suis rendu compte que le choix que j'avais fait au dernier moment n'était d'ailleurs pas le meilleur, alors que j'avais tout ce que j'avais en ma possession pour avoir une fin
plus cool en tout cas. Et puis en plus, hein, cette mécanique de temps à gérer avec un petit curseur à bouger sur la carte, clairement ça fait chier. Alors j'ai terminé, il me restait 5 actions possibles, mais en fait il y a moyen que j'avais peut-être déjà dépassé ces 5 actions parce que des fois ça va vite d'oublier d'avancer le petit curseur, etc. hein. Donc je suis relativement déçu par ce jeu, en plus que ça prend la blinde de place quand vous pensez avoir fini un environnement, vous n'êtes pas sûr de l'avoir vraiment fini. Donc vous allez laisser les 4 cartes en place. Sauf que des environnements différents, je crois qu'il y en a 15. Ça prend tout mon tapis de jeu. À la fin, j'avais les cartes qui étaient même plus droites, qui étaient mises sur les côtés, etc. Ça prend beaucoup trop de place. C'est fouillis. On voit pas trop. C'est rigolo, c'est sympa, mais assez accessible. Donc le jeu a vraiment le cul entre deux chaises. Je suis pas totalement convaincu. C'est pas mauvais. C'est sympa, j'ai passé un bon moment quand même, mais je pense clairement que ça a retravaillé. J'ai quand même envie de lui mettre un Zogma de plomb. Franchement, je ne l'ai pas payé, donc forcément mon avis est toujours un peu plus positif. C'est probablement pas très cher, mais quand c'était terminé, j'étais quand même content que ça se termine. Ça manquait de challenge, ça manquait d'un peu de tout. Voilà, donc pas ultra convaincu par ce premier épisode de Pixel Aventure qui sera du coup probablement une nouvelle gamme à la manière des Crime Zoom. Donc je serais quand même intéressé de voir ce qui sera fait par la suite, mais pas convaincu vraiment. Voilà, maintenant on va passer sur le dernier jeu, le plus lourd, peut-être celui qui vous aura fait cliquer, puisqu'on en entend assez peu parler. C'est une nouveauté qui vient de sortir, Epic 7 Arise Board Game. Un jeu, c'est localisé par Légion Distribution, ça je le sais parce que c'est moi qui les ai contactés, mais c'est une localisation, c'est normalement par Smilegate, Megaport et Super Creative Game Development Studio. Ça c'est la boîte qui a fait le jeu sur smartphone, parce que oui, Epic 7 c'est un RPG sur smartphone, un JRPG, un jeu qui a quand même pas mal d'années maintenant je crois, et qui a de gros aficionados, c'est un des gros classiques du jeu sur mobile. Une adaptation qui était d'abord un Kickstarter. Si vous regardez les notes sur BGG, les notes sont catastrophiques parce qu'apparemment l'éditeur original au niveau du Kickstarter n'a pas été très clean, avec pas mal de stretch goals, etc. qui n'ont pas été délivrés. Là, on fait fi de tout ça, c'est l'éditeur français, enfin je pense que Légion Distribution c'est français, sinon c'est belge, ou non c'est écrit, c'est à Saint-Gaudin, dans le 31. Si vous habitez là-bas, faites des bisous à Légion Distribution. Donc là, en tout cas, on repart de zéro, on oublie ce qui a pu être fait sur le Kickstarter et on parle de Epic 7 que je vais poser. Alors je vous le dis, il y aura une vidéo sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après sur Epic 7. J'ai déjà tourné, je ne vais pas tourner la partie entière, je vais juste tourner le premier tour de jeu, histoire que la vidéo soit pas trop longue, avec mon avis qui sera un petit peu plus détaillé, mais je pense que mon avis sera déjà comme assez complet aujourd'hui, parce que là, j'ai mon script de ma vidéo avis que je dois tourner et je ne sais pas comment je vais la réduire. Epic 7, c'est l'adaptation d'un jeu smartphone. C'est l'adaptation d'un JRPG, un jeu au tour par tour, relativement simpliste quand même, parce qu'il faut que ça puisse se jouer avec un smartphone. Ça, c'est la base. Jeu qui se veut, selon les termes que l'on voit peut-être écrits derrière la boîte, mais souvent dans les annonces de vendeurs de jeux de société, mais qui sont faits par l'éditeur, fait pour les adorateurs de Chrono Trigger et Final Fantasy X. Donc moi là clairement ça me trigger, petit jeu de mots, vous l'avez vu, et je pense que c'est quand même un petit peu fallacieux d'utiliser ce terme-là. Bon, clairement on se le dit, c'est un jeu avec des figurines pour les ennemis, des figurines pour les personnages. Ça, les figurines sont de toute beauté. Graphiquement aussi, ça plaira pas, ce sont des cartes avec un design manga, c'est de la japanimation. Dans le jeu vidéo, on a des séquences de dessins animés. Moi, je trouve les cartes de toute beauté, mais je suis fan du design manga. Et clairement, je sais que ma communauté a généralement plutôt entre 40 et 50 ans. Et du coup, je sais que c'est peut-être un âge où on n'a peut-être pas eu totalement la passion du manga à part des BZ, etc. Mais du coup, peut-être que ça peut ne pas taper sur la bonne catégorie, sur la bonne cible d'âge. Moi, en tout cas, j'adore le design, c'est pour moi son gros point fort. C'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser au jeu. Ça va être un jeu où on va avoir un scénario. On va avoir 8 chapitres avec une petite explication du contexte. Ça va reprendre en fait vraiment les premiers niveaux, le début de l'histoire du jeu vidéo. Donc vous ne serez pas perdu si vous connaissez le jeu vidéo. Si vous connaissez le jeu vidéo, c'est important, on en reparlera après. Un jeu où du coup on va avancer sur des tuiles, on va avoir une action pour explorer la tuile d'à côté, c'est-à-dire qu'on va révéler une carte ennemie, ça va nous montrer les ennemis pour le combat, on va faire le combat, on va avancer jusqu'à arriver à notre objectif. Chaque chapitre va être différent, donc on va apporter un petit gimmick, des petites missions secondaires qui vont donner une obligation pour les combats, une petite mécanique de recherche de gemmes, des boss qui vont pop par-ci par-là. Bref, chaque chapitre est assez différent et arrive à donner un petit truc qui est plutôt sympa. Au niveau des combats, c'est le point presque fort du jeu, c'est que on va avoir un petit deck de cartes dans notre main. Ces cartes-là, ce sont des cartes avec deux couleurs, bleu et rouge, et avec une valeur de 1 à 5. Et donc vous allez avoir 5 cartes en main, et chaque personnage a 3 compétences, et uniquement 3. Vous
Pour activer la première compétence, il faut faire une paire. Donc vous avez deux cartes de valeur 2, vous jouez, vous le faites. Pour activer la compétence de niveau 2, il faut faire une suite, 1, 2, 3. Pour faire la compétence de niveau 3, il faut faire un brelan, donc 3, 3, tout simplement. Quand vous avez joué vos cartes, par exemple vous avez joué une paire de 2, vous avez joué 2 cartes, donc vous repiochez 2 cartes de votre deck. Si en plus vous avez joué une carte bleue, il y a une petite icône de pioche, vous piochez une carte en plus. Si c'était que des cartes rouges, à la fin de votre tour, vous récupérez autant d'éclats d'âme que de cartes rouges. Ces éclats d'âme, ça vous permet de faire un braise d'âme, donc c'est-à-dire d'améliorer votre future attaque. Votre paire, votre attaque de niveau 1 qui fait une paire, et ben, en dépensant 3 éclats d'âme, elle rajoute tel bonus en plus. Donc c'est un côté très sympa parce qu'on joue 2 cartes, on en repioche, on rejoue un truc, on en repioche, jusqu'à ce que notre deck globalement soit épuisé ou qu'on ne puisse plus rien faire. On aura de temps en temps la possibilité d'acheter des nouvelles cartes, voire même des artefacts qui vont être des gros pouvoir mais à usage unique. Donc cette petite mécanique elle est assez sympa, elle est assez rapide, on a l'impression d'être un peu dans un beat'em all enchaîné tac 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 tac, ce qui ne correspond pas du tout finalement à la mécanique de JRPG de Chrono Trigger ou quoi, où normalement on fait une action, c'est un autre, une action, c'est un autre, etc. Mais ceci dit, ça marche plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cette mécanique. Le solo ça marche plutôt bien, on va utiliser qu'un seul deck pour nos 3 personnages, donc une fois qu'on aura joué un personnage, on le mettra pour l'autre personnage, puis on le mettra sur un autre personnage. Voilà. Ça, c'est les points forts. Ce système de combat est comme assez cool. Point négatif, il va y en avoir quand même pas mal. Si vous ne connaissez pas Epic Seven Rise, vous n'allez rien comprendre. Le scénario est expliqué. Il y a pas mal de cartes scénario, hein, mais c'est 3 phrases, 3 mots. On comprend rien, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas trop pourquoi on va faire ci ou là. Donc clairement, au bout d'un moment, on comprend un peu la trame scénaristique, mais si vous n'avez jamais joué à Epic Seven, vous ne comprendrez rien et vous ne lirez même plus les phases de scénario. Autre point négatif, ce système de combat est assez frénétique, mais vous avez 3 compétences et pas une de plus. Alors oui, dans le jeu vidéo, vous avez 3 compétences par personnage, donc c'est plagié sur le jeu vidéo, mais là en l'occurrence, pendant toute la campagne, vous allez utiliser les mêmes personnages et donc vous ferez toujours les mêmes enchaînements, les mêmes combos, les mêmes actions. Ça manque un petit peu d'envie. Une fois qu'on a fait un combat, le chapitre, vous allez en faire 6, vous avez un peu la flemme de faire le dernier, même si c'est le combat de boss. Et le chapitre d'après, vous repartez et vous refaites exactement la même chose. Il n'y a pas moyen de pimper son personnage, toujours les mêmes compétences. Dans le jeu, on peut acheter des compétences, on peut acheter des objets, des armes, etc. Là, vous n'avez pas cette possibilité. La seule possibilité, c'est d'acheter des artefacts qui vont être à usage unique, mais que généralement, vous n'avez même pas trop utilisé. Donc voilà, je trouve que les combats, finalement, ça part sur une bonne base qui est assez fun, mais ça va être vite saoulant de faire des combats. Et du coup, finalement, les combats vont être toujours les mêmes, que vous n'aurez aucune réflexion. Une fois que vous avez choisi votre personnage en début de partie, vous savez que vous avez pris un tank, un healer et un DPS, le healer, il va healer. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez faire les compétences que vous pouvez. Vous avez un brelan, vous l'utilisez, vous avez une suite, vous l'utilisez. Ça manque de réflexion. Ça, c'est niveau gameplay. Maintenant, niveau développement du jeu, il y a 2 problèmes également. Le premier, c'est que ça manque d'iconographie. Au bout ça va pas prendre tant de temps que ça, mais on va vite finalement comprendre comment ça marche, mais ça manque quand même de petits rappels, soit une carte qui est carrément une aide de jeu, soit de petites iconographies à droite à gauche pour nous rappeler ce que c'est. Je trouve que ça manque. L'autre chose qui est problématique, c'est que vous avez vos figurines ennemies qui sont placées sur un compteur, un token avec les valeurs, et la petite figurine a une petite flèche, un petit relief qui montre le point de vie. Donc finalement, vous posez dessus et puis vous déplacez votre figurine pour les points. En soi, c'est une bonne idée. Sauf que les cartons où vous posez la figurine, il y a 3 tailles, grosse, moyenne et petite, mais finalement, souvent, votre figurine fait la même taille que le carton. Donc vous êtes obligé de la décaler et d'avoir la figurine à moitié à côté pour pouvoir voir la valeur. Et c'est un petit peu invraisemblable, ils auraient dû faire des cartons, des ronds de vie plus grands que les figurines pour que finalement votre figurine soit bien posée au centre et avoir le truc qui déborde. Donc ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Voilà, c'est un jeu qui m'intéressait, c'est un jeu où j'ai contacté l'éditeur pour savoir s'il était intéressé pour m'en envoyer un. Il m'a rapidement répondu oui, il m'a envoyé en plus 2 autres jeux, Scarface et Small Samurai. J'ai commencé par celui-ci parce qu'il m'intéressait vraiment, mais clairement j'ai été déçu, je n'ai pas fini la campagne, il y avait 8 chapitres, je n'ai fait que les 4 premiers, j'ai regardé le contenu des 4 autres. Effectivement, ça renouvelle un petit peu la sensation, mais il y a beaucoup trop de choses moyens. Le matériel est top, les dessins sont top, l'idée de combat est cool, mais c'est beaucoup trop redondant, on sera vite passé, on aura vite fait le tour. D'autant plus qu'il y a une chose qui est un peu invraisemblable, mais c'est pas le propos ici parce que nous on parle uniquement du solo, c'est qu'en multijoueur, il y a un système de semi-cop. On a chacun nos personnages, on va s'aider, on va se buffer, etc. Mais il y a quand même un système de points. Celui qui a récupéré le plus de pierres à ciel, et celui qui a cette pierre à ciel, c'est celui qui a tué les ennemis. Celui qui en a le plus à la fin de la manche, de la partie, il gagne. Donc finalement,
Déjà que si vous avez des bonnes cartes, un bon deck, vous allez pouvoir enchaîner les ennemis tout seul, mais vous allez peut-être pas envie de coopérer. Est-ce que vous avez vraiment envie, si vous êtes le soigneur, d'aller soigner le mec à votre droite si c'est lui qui a le plus de points? Ben non. Et du coup, ben, on est censé agir tous ensemble pour tuer les boss, mais on n'a peut-être pas envie de le faire si on veut gagner. Donc finalement, cette partie de semi-coop et de comptage de points, ils auraient totalement dû le retirer. Bon, c'est pas le propos aujourd'hui, nous on est là pour parler du solo, mais clairement, pour moi, ça va être un Zogma de plomb. J'ai été vraiment très déçu. Tout n'est pas acheté, il y avait une bonne base, j'avais vraiment envie d'aimer le jeu, mais clairement, il y a beaucoup trop de choses qui manquent. C'est pas assez fun, c'est un jeu qui va nécessiter un gros investissement, mais finalement, à part si vous êtes un fan inconditionnel d'Epic 7, est-ce qu'il y a beaucoup de fans inconditionnels d'Epic 7 qui jouent aux jeux de société? Je ne sais pas. Mais du coup, je pense que il manque pas grand chose pour que ça soit un jeu qui soit vraiment intéressant, mais là, ça manquait vraiment. Pour moi, c'est un Zogma de plomb. Désolé, alors désolé si l'éditeur vient voir cette vidéo, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On parle des autres jeux bientôt. J'ai pas encore joué, mais j'espère que ça sera un cran au-dessus. Mais voilà, ça manque de travail en amont. Et ben voilà, je crois qu'on a parlé des 4 jeux. Ma nouvelle caméra m'a lâché plein de fois parce que pas assez de batterie, etc. Donc ça a été pas mal cut. Donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de ces jeux. On se retrouve bientôt. Je pense qu'il y aura une vidéo ce week-end qui va pop sur Paléo, parce que même si j'en ai pas parlé aujourd'hui, j'y ai pas mal joué, ou sur Rove, la semaine prochaine, bon, il y a plein de choses, je ne sais plus dans quel ordre ça va sortir, abonnez-vous, il y a des petits liens affiliés en description pour ceux que ça intéresse. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.